Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois vous dire que je suis un peu intimidée d'être dans cette tribune, puisque je suis un peu la pièce rapportée de cette discussion. J'aurais voulu ironiser à ce sujet, et comme l'a fait un peu Antoine, mais en réalité, justement, je ne me sens pas du tout la légitimité de prendre de la hauteur, et évidemment, parce qu'en fait, je suis plus au LBA, mais je vais rappeler très rapidement d'où je parle, mais évidemment, il s'agit en aucun cas de regarder de haut ce qui se passe à l'intérieur du parti, ni d'être donneuse de leçons, certainement pas. Donc c'est vrai que même si je me suis éloignée de l'organisation, je crois toujours en sa nécessité absolue, et je dis toute ma camaraderie, sororité, fraternité, que l'on pourra revenir aussi sur ces questions pour vous qui êtes dans l'organisation. Et si j'ai pas trop envie d'ironiser à ce sujet, c'est que je crois que justement la discussion qu'on va pouvoir mener collectivement sur la stratégie est absolument essentielle et décisive. Il me semble qu'on ne mène pas forcément suffisamment de discussions stratégiques de fond de ce type, et donc j'espère qu'on pourra la mener, et j'en suis sûre, avec beaucoup de sérénité et justement de camaraderie. Donc très rapidement, pour vous dire un peu d'où je parle. Moi j'ai été longtemps membre du LBA, aussi membre du CPM, dans une des tendances de l'organisation internationale. Je me suis éloignée pour des raisons personnelles et puis pour prendre un peu de l'âge aussi. Et je suis dans différents collectifs, donc notamment un collectif anti-impérialiste qui s'appelle Univers Métavers. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs une question qu'on pourra aussi aborder parce qu'elle est un peu trop souvent occultée désormais, l'enjeu de l'anti-impérialisme. Je suis dans un collectif Gilets jaunes et puis on est un certain nombre à avoir fondé récemment un mouvement dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Se Fédérer. Alors, évidemment, je pense que dans toutes ces discussions qu'on mène dans le cadre de l'université d'été, on part souvent, parce qu'on est matérialiste, de la situation, et peut-être à toute tendance d'ailleurs à s'y attarder trop longuement, c'est-à-dire que ça prend du temps d'analyser rigoureusement cette situation. Moi, j'essaierai de passer un peu vite, en insistant surtout sur ce qu'elle nous offre en matière de réflexion et d'action stratégique. En fait, on sera sans doute tous et toutes d'accord pour constater qu'il y a un regain de la lutte de classe à l'échelle du pays et à l'échelle internationale, avec une intensité de cette lutte qui nous donne aussi à penser à des formes renouvelées de la stratégie. À l'échelle internationale, ce qui se produit aussi, c'est une manière de renouer avec l'espérance révolutionnaire, avec la perspective révolutionnaire, avec évidemment des avancées et des reculs, mais après des décennies en fait où on considérait que le capitalisme était comme l'air que l'on respire, il n'y avait plus d'alternative, ça nous permet aussi de nous appuyer sur ces formes d'auto-organisation qui vont dans le sens d'une mise en cause radicale des pouvoirs en place et du capital. Les mouvements concrets en soulèvement populaire auxquels on a assisté du Chili au Liban, en passant par l'Algérie, en allant jusqu'au Gabon, etc., nous redonnent aussi cette énergie pour assumer non seulement notre anticapitalisme, mais nos perspectives révolutionnaires. Et il me semble que justement dans ces discussions stratégiques, ce dont il faut pouvoir aussi parler, c'est le post-capitalisme. C'est-à-dire d'assumer aussi un projet qui soit véritablement et que nos organisations, donc nos partis, puissent porter. En matière justement d'auto-organisation, on a beaucoup de leçons justement à tirer de tous ces mouvements qui en fait sont tout à la fois porteurs de renouvellement sur la démocratie, sur la réappropriation du bien commun, de la chose politique, et puis qui le sont aussi à l'égard du capitalisme. Et ça, en fait, ça a fait de la période une sorte de moment à la fois extrêmement grave, et c'est pour ça
que les questions stratégiques sont d'autant plus nécessaires à poser. Moi, je rejoindrais volontiers l'expression qu'a utilisée notre camarade Ugo Paletta lorsqu'il a intitulé son dernier livre « La possibilité du fascisme ». Le fascisme, c'est un terme qu'on avait un peu tendance à reléguer à certaines expériences historiques bien précises. En fait, cette montée désormais des autoritarismes, cette révélation aussi à la faveur des luttes, à la faveur de la lutte de classe, comme on l'a vu à la fois avec les mouvements contre la violence d'État, contre le racisme structurel, contre le racisme policier, et comme on l'a vu avec le soulèvement des Gilets jaunes, là il y a un effet de révélation sur cette violence d'État, et c'est ce qui nous permet aussi, ce qui nous autorise, qui nous relégitime à affirmer nos convictions révolutionnaires. La période, donc, elle a cette double caractéristique d'être à la fois particulièrement violente. On le voit dans le degré de la répression, comme si un seuil justement avait été franchi en matière de violence d'État. Et donc, à certains égards, elle est désespérante parce que, comme on l'indique dans le titre de cette discussion, voilà, le capitalisme est en crise. Et c'est une crise véritablement structurelle. Et donc le grand enjeu aussi de discussion stratégique, c'est comment on peut s'organiser pour ne pas avoir à vivre cette crise et participer aussi à cet effet de révélation, de dénonciation d'un système mortifère, productiviste, exploiteur et qui est aussi meurtrier, comme il a montré aussi à l'occasion de la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on continue de traverser. Donc il y a cette phase-là particulièrement inquiétante et même terrorisante à certains égards quand on assume l'idée que la possibilité du fascisme devient une réalité et qu'on voit déjà se dessiner à l'échelle internationale. Et en même temps, ce qui est passionnant dans la période, c'est qu'elle renoue justement avec des hypothèses stratégiques, des alternatives de projets, de programmes qui ne sont pas juste des théories, mais qui sont aussi des mises en pratique concrètes. J'essaierai d'y revenir aussi. Donc, en fait, la question pour nous, c'est celle de poser des mots qui soient vraiment les nôtres. Par exemple, voilà, extrême gauche, c'est une expression, je pense, qu'on ne devrait plus trop utiliser parce qu'elle renvoie à l'idée qu'on serait des extrêmes, voilà, qui auraient des polarités sur un échiquier politique dans lequel on ne se reconnaît pas forcément. Et que la violence, c'est aussi une violence d'un extrême centre, et c'est lui qui est particulièrement extrême. Les responsables politiques, dont le président de la République a dit nous sommes en guerre, mais si nous sommes en guerre, c'est véritablement en guerre de classe. Et ça, il faut le souligner. Alors, sur le plan stratégique, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir assumer justement l'opposition à une double dépossession, une dépossession politique et une dépossession sociale et économique. La dépossession politique, elle vient du fait que, comme ça a été rappelé par exemple hier dans le film de David Dufresne, on n'est pas véritablement en démocratie, et donc la question qui se pose, c'est celle des manières de se réapproprier la démocratie par l'auto-organisation. On pourrait résumer dans une formule antiproductiviste, moins d'auto et plus d'auto. Plus d'auto-organisation partout, comment se réapproprier justement les instruments qui nous permettent de nous sentir maîtresses et maîtres de nos vies, de nos destins, donc par toutes sortes de formes justement d'auto-organisation, qu'il s'agisse des comités de grève, des comités de quartier. On a vu au cours de la crise sanitaire la spontanéité de l'auto-organisation populaire au travers des brigades de solidarité populaire. Toute la question en fait, des autoréductions, des actions collectives pour protester contre les loyers trop élevés. Donc la question aussi d'une mobilisation à la base qui pose des enjeux renouvelés qui sont aussi de tradition historique sur l'auto-organisation, là où on est, dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie et de travail et de lutte. Ça suppose aussi de réfléchir au travail, justement, en partant de la nécessité à la fois de la
réduction du temps de travail comme un enjeu majeur, à la fois sur le plan économique, mais aussi et social, mais aussi sur le plan démocratique, parce que la condition pour qu'on se réapproprie vraiment des outils politiques et démocratiques, c'est aussi qu'on ait le temps pour ça, qu'on libère du temps dans nos existences, pour que nos existences soient politiques. Ce que nous apprennent les luttes de classe récentes et les mouvements qui les accompagnent, c'est poser en effet, et ça je pense que les camarades vont y revenir largement, la question du blocage de la production, mais aussi du blocage par la grève générale, et donc la façon de s'auto-organiser pour et par la grève, et ça pose aussi des enjeux sur la réappropriation des lieux, comme l'ont montré les Gilets jaunes, avec l'occupation des ronds-points, ce qu'on a vu aussi un peu partout avec l'occupation des places. Donc c'est renoué avec une perspective qu'on pourrait nommer, je pense, en se réappropriant et en assumant le mot, une perspective communiste qui pose la question du commun, de la socialisation des moyens de production et aussi de la mise en commun qui n'est pas simplement une manière de gérer des biens et qui constitue aussi des formes de vie. Et donc essayer justement de renouer avec cette perspective en l'assumant non pas comme une logique mortifère, mais comme une logique d'émancipation. La question qui se pose, évidemment, qu'on ne peut pas véritablement retourner, c'est celle de tout ce que nous apprennent les camarades qui ne sont pas dans les organisations comme le LPA, des camarades autonomes, des camarades libertaires, des camarades féministes, qui renouent par exemple avec des enjeux qui étaient déjà posés sous la Commune de Paris. La question qui est soulevée beaucoup, par exemple, au travers du mouvement de la Commune des communes, les Gilets jaunes, c'est le communalisme, comme on le voit s'appliquer au Rojava, et ça je pense que ça fait partie des expériences que d'un point de vue stratégique, il faudrait davantage discuter, analyser, soutenir avec la question à la fois de la socialisation des moyens de production, de la réappropriation féministe et anticapitaliste de la démocratie, et en même temps, tout en sachant que ces expériences communalistes, elles en ont conscience, elles ne peuvent pas rester isolées. Ce n'est pas un système de commune libre qui va pouvoir modifier structurellement les rapports de production. Donc ça pose évidemment la question de l'État. Et aussi, dans une autre mesure, et ça je pense qu'il va falloir qu'on en discute, notre rapport justement à l'État tel qu'il est organisé, une 5e République qui est justement par essence antidémocratique. Je pense que 2022, on ne peut pas faire l'impasse, évidemment. La question que je me pose, c'est la manière dont on pourrait, justement par l'auto-organisation, faire surgir une candidature qui ne soit pas une candidature inscrite dans le carcan de la 5e République, mais une candidature qui soit véritablement collective, en assumant qu'elle le soit, en refusant la personnalisation qu'implique justement les institutions de la 5e République, en faisant en sorte qu'on puisse travailler à un arc politique qui irait des libertaires à la social-démocratie. Ce que j'entends par social-démocratie, c'est pas du tout Hollande ou Blair, mais c'est celles et ceux qui se reconnaissent dans l'idée d'une rupture avec le capitalisme. Hier, j'ai entendu Éric Coquerel qui disait que la France Insoumise était favorable à la rupture avec la logique du capital. Je pense qu'il faut essayer de travailler en tout cas à ces formes de fédération. Pour terminer, je voudrais donc dire un mot de ce collectif qu'on a lancé qui s'appelle Se Fédérer, parce qu'il me semble que dans la situation, on a assisté à la fois à beaucoup de plans d'urgence, de mesures d'urgence, plus jamais ça, qui sont souvent des listes de revendications qui sont en soi très pertinentes et qui ne posent pas véritablement les questions de leurs conditions matérielles, sociales et politiques de réalisation, et puis aussi des projets sur le monde d'après qui ne soulèvent pas véritablement les questions stratégiques. Donc à Se Fédérer, ce qu'on propose, c'est de réunir des collectifs, des syndicats, des organisations, des associations, des partis politiques qui se retrouvent à la fois dans la nécessité de rompre avec le capitalisme, d'ouvrir une perspective qui soit véritablement une perspective
politique post-capitaliste qui prennent conscience aussi de la nécessité d'affrontement avec le capital. Moi je suis ravie en fait d'être sur la tribune de ce débat, parce que je pense que c'est un débat d'une énorme importance dans le monde dans lequel on se trouve, à la fois par rapport à la situation du MPA, dont en fait les difficultés, la crise, etc. en fait n'échappent à personne, mais aussi parce qu'elle se déroule en fait dans le cadre d'une nouvelle situation politique à l'échelle nationale et internationale. L'Utilini est devenu avec un rayonnement important de la lutte de classe, et avec ça en fait le retour de la possibilité de la révolution. De ce point de vue-là, en fait, je voudrais ouvrir mon intervention. Je pense que je ne vais pas être la seule à citer ce texte. C'est un texte en fait, auquel, y compris le titre de cet atelier, fait référence dans sa deuxième partie. C'est un texte en fait, d'un camarade qui nous a quittés depuis 10 ans et qui fait beaucoup de défauts. C'est Daniel Ben Saïd, et qui écrivait en fait, un livre dans les années 80, je pense que c'est 84-86, qui s'appelle Stratégie et parti, et dans lequel il va revenir sur toute une série de questions en fait, qui sont d'une certaine façon les mêmes qu'on va devoir se poser aujourd'hui avec un certain nombre d'années d'écart. Et il parle en fait dans l'introduction d'une espèce en fait, de comparaison sur la question du rapport à la révolution dans l'époque dans laquelle il écrivait ce camp-là et avec l'époque des années 68, donc en fait de 68, des années qui s'en sont suivies. Et il dit en fait que, je vais paraphraser la première partie, ensuite je vais lire la deuxième partie de la citation. Il dit en gros que si en 68 il y avait un état d'esprit général de penser que la révolution n'était peut-être pas indispensable, parce qu'on était encore sur la fin des Trente Glorieuses, il y avait encore un certain nombre d'acquis, etc., etc., elle était tout à fait possible, et voire y compris en fait relativement facile, etc., etc. Et que dans les années 80, avec un énorme recul en fait, la conscience de classe, les avancées du libéralisme, d'une certaine façon, la révolution elle devenait plus urgente, parce que comme la situation des classes populaires en fait, était plus proche en fait, d'une situation barbare, etc., elle apparaissait comme en fait quasiment impossible, en tout cas très difficile d'attendre. Et il va dire en fait quelque chose de très important sur cette question-là, c'est-à-dire en fait de notre rapport à la possibilité de la révolution et des conséquences que ça peut avoir à la fois sur la stratégie et sur le parti. Et là, c'est la partie de la citation que je voudrais lire. Il dit « Or, il est difficilement pensable de construire une organisation révolutionnaire sans la conviction partagée qu'une révolution est possible dans un pays capitaliste développé. Pas seulement des explosions sociales qui, sous les coups du marteau de la crise, sont probables pour certaines, mais une situation révolutionnaire débouchant sur une possibilité de victoire. Si on ne pense pas, en effet, que la conquête du pouvoir par la classe travailleuse est possible, si on ne travaille pas patiemment dans cette perspective, alors il est inévitable de glisser en pratique vers la construction d'autres choses, d'une organisation de résistance utile au jour le jour, dans le meilleur des cas, etc. etc. Donc c'est-à-dire en fait que la question du parti elle est intimement liée à la stratégie, mais qu'elle est aussi en fait intimement liée à quels sont les objectifs qu'on se donne et si on croit en fait que dans la situation actuelle il est possible ou non que le prolétariat s'empare du pouvoir dans un pays développé comme la France. Je pense aussi dans les années 80, la question de la possibilité de la révolution, disons, générait des doutes dans beaucoup de têtes. Dans les années qui s'en sont suivies, en fait, la situation n'a fait que se dégrader. Avec la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, il y avait en fait à la fin du XXe siècle, au tout début du XXIe, une grosse remise en cause en fait, sur la possibilité même de la révolution. Il y a en fait un philosophe américain qui a une phrase très emblématique là-dessus, c'est Jameson, il dit qu'on est dans une époque dans laquelle c'est parfois plus facile de penser en fait à l'extinction de l'humanité, à des catastrophes en fait, qui mènent à l'extinction de l'humanité, que de penser à la possibilité de détruire le système capitaliste et de construire une société nouvelle. Et donc, en fait, autour de cette idée, je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes culturels qui répondent à cet état d'esprit aujourd'hui. Par exemple, en fait, dans le monde des séries télévisées, etc., Netflix, le poids, par exemple, des dystopies catastrophiques, post-apocalyptiques, où les machines contrôlent les hommes, etc. Tout ça occupe une énorme place, alors que la possibilité que les hommes se servent des machines et des robots pour organiser une société communiste, en fait, la question du travail, du temps de travail soit réduite massivement et qu'on puisse utiliser des avancées technologiques au service de l'humanité, apparaît en fait, ou apparaissait en tout cas beaucoup plus comme une utopie. Et tout ça c'est important, mes camarades, parce que ce débat, il serait aussi en fait par rapport aux partis que nous
construisons en fait ensemble, c'est-à-dire le NPA. Et en fait, au moment de la fondation du NPA, cet état d'esprit général en fait, sur le fait que la révolution était devenue un horizon trop longtemps et trop difficile en fait, d'avancer concrètement, il a été très marquant dans le moment de fondation du NPA. Pour les camarades qui étaient là à l'époque, il y avait toute une discussion sur le fait que nous étions devenus en fait orphelins de stratégie. C'était une expression que Daniel lui-même en fait avait forgée, et sur le fait en tout cas qu'on n'avait aucune idée de comment allaient se dérouler les révolutions du XXIe siècle, et que cela nous empêchait d'avoir en fait de délimitation stratégique en positif relativement achevée. Et donc c'est autour de cette idée que le NPA a été créé. Ce n'était pas pour rien que le NPA, ça s'exprime même dans son nom, il ne s'est pas créé autour en fait, d'un projet stratégique en positif affirmé, par exemple être communiste, révolutionnaire, comme c'était le cas de la Ligue, mais beaucoup en négatif, c'est-à-dire par son opposition au système capitaliste, sans préciser d'emblée en fait, quels seraient les moyens de pouvoir se débarrasser de ce système meurtrier. Donc je pense que la première chose qu'on devrait essayer de faire aujourd'hui, c'est de tirer des éléments de bilan, pas tant en fait, je ne sais pas forcément le sujet du NPA, mais le sujet qui s'est passé depuis 2008, la fondation du parti, et est-ce que la situation aujourd'hui nous permet davantage d'avoir quelques idées sur en quelque sorte la gueule que doivent avoir les révolutions du XXIe siècle, et cela peut nous aider à préciser les définitions stratégiques qui peuvent nous permettre de nous orienter dans une telle situation. Et je pense qu'il y a deux moments importants depuis en fait, la fondation du parti qui ont changé, en tout cas le regard qu'on peut avoir sur la possibilité de la révolution actuellement. Le premier, en fait, c'est la vague de processus révolutionnaires dans le monde arabe en fait, au début de la décennie passée, où il y a eu en fait, des processus révolutionnaires assez poussés, même si en fait, on va y revenir après, ça ne s'est pas forcément en fait, très bien fini. Et d'autre part, en fait, la vague de classe actuelle, même s'il n'y a pas eu de révolution verte, on voit qu'il y a une tendance à des explosions sociales majeures d'ampleur nationale dans en fait, quasiment les 4 coins du monde, et y compris avec une forme de retour d'une certaine aspiration à la révolution. C'est quelque chose qu'on a beaucoup constaté, par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, comment il y avait le retour tout un imaginaire en fait, révolutionnaire, parfois avec beaucoup de références plutôt à 1789 en fait, aux révolutions prolétariennes, mais avec un retour de l'imaginaire en fait, de la révolution, et ces Gilets jaunes qui criaient dans la rue révolution, révolution, révolution. Donc tout ça nous oblige à penser la question de la révolution aujourd'hui. Et en fait, quand on est sur notre révolution aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous, en fait, qui sommes marxistes et qui donc essayons d'avoir un outil vivant d'interprétation de la réalité. Ça ne suffit pas de dire, en fait, c'est pareil que dans le XXe siècle, c'est exactement pareil qu'en 1907, on reprend la même recette et on y va. Je pense qu'il faut qu'on pense quels sont les problèmes nouveaux qui sont posés dans la situation actuelle. Et je crois qu'il y a plusieurs choses, en tout cas, pour essayer d'en tirer de ces éléments en fait, de la situation que je viens en fait, de citer. La première, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu sur certaines des choses, je pense, avec le mouvement des Gilets jaunes, que les grandes explosions sociales ne sont jamais en fait, chimiquement pures. Je pense qu'on a tous lu au début du mouvement des Gilets jaunes cette phrase, cette citation de Lénine sur la révolution de 1905, qui dit quiconque atteint une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour la voir, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, les révolutions c'est en face, le bordel, toutes les classes de la société y interviennent, avec leurs préjugés, avec leur idéologie parfois, avec des aspects réactionnaires, et il s'agit précisément en fait, de voir comment on conduit cette vague très bordélique en fait, vers la conquête du pouvoir par le prolétariat, et là-dessus le rôle de la stratégie du parti vont jouer un rôle majeur. La deuxième leçon en fait, que je pense qu'on peut tirer, c'est en fait que les partis, les organisations révolutionnaires et le rôle central du prolétariat restent en fait une déterminante dans en fait, les processus actuels. Il suffit de regarder, disons, l'ampleur, la profondeur du processus révolutionnaire qui est dans un pays comme l'Égypte, et à quel point cette révolution elle a été totalement confisquée par la suite du fait qu'il n'y ait pas une alternative de société portée par un secteur en fait, de la classe des exploités en mesure en fait, de pouvoir amener le projet jusqu'au bout. Donc entre les islamistes et l'armée, le peuple et la classe ouvrière égyptienne, en fait, c'était totalement confisqué sa révolution. Et ça, c'est un danger réel pour tous les processus révolutionnaires qui vont se poser dans les prochaines années. Un troisième élément en fait,
les processus révolutionnaires qu'on a pu voir dans le passé, et en particulier dans la première moitié du XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas du tout des organisations politiques ouvrières de masse du poids en fait, de celles qui existaient pendant le XXe siècle, et en particulier en fait, la social-démocratie et le stalinisme. Et je pense que ce problème-là est un problème qu'il faut prendre en fait comme un problème de double tranchant. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs à ça. L'aspect négatif est évident. On voit très bien qu'en fait, il y a aujourd'hui une conscience de classe générale qui a subi des formes importantes de recul. Le marxisme, en fait, est beaucoup plus, disons, en fait, sur la défensive, etc., que ce qu'il était à l'époque. Il y avait des partis de milliers, de centaines de milliers de travailleurs qui, au-delà de leur orientation, de leur stratégie, d'une certaine façon, se revendiquaient du marxisme, d'une logique de classe, etc., etc. Il y a un énorme recul de ce point de vue-là, mais en même temps, avec la disparition du stalinisme, par exemple, a disparu aussi un appareil contre-révolutionnaire qui a été un énorme obstacle pour tant de révolutions dans le XXe siècle. Donc ça, c'est l'aspect, en quelque sorte, en fait, avec beaucoup de guillemets positifs par rapport au passé. Le dernier, en fait, sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est en fait la question de l'aspect militaire. Très souvent, en fait, c'est un argument qu'on utilise pour dire, en fait, en gros, la révolution est quasiment impossible dans un pays avancé comme la France, avec une armée surpuissante, avec énormément de technologies développées, etc. Et là-dessus aussi, je pense que l'on doit avoir un regard dialectique, parce qu'à la fois, il y a un énorme développement, disons, de la technique militaire, mais en même temps, cet énorme développement fait que pour chaque bombe jetée par une armée, il y a de plus en plus de prolétaires nécessaires, en fait, derrière pour pouvoir l'acheter, que ce soit, en fait, les systèmes d'information, les informaticiens, les systèmes de télécommunications, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont contrôlées, en fait, par des prolétaires et qui auraient, par le biais de la grève générale, les moyens compris, en fait, de mettre à défaut même des formes répressives, en fait, les plus avancées, et que, par ailleurs, en fait, la question militaire ne se règle pas que sur les terrains, en fait, des forces matérielles, mais aussi de la force morale, c'est-à-dire, en fait, d'un peuple qui est décidé et déterminé à faire, en fait, sa révolution, et on voit, en fait, et je crois que on a vu en très petit ça au début du mois des Gilets jaunes, qui a une forme de conviction et de radicalité nouvelle, qui est capable de surprendre les forces de l'ordre à un moment très précis. Ça a été très cantonné, mais on a vu en fait les forces de l'ordre partiellement débordées par en fait cette force morale des Gilets jaunes en fait à tout début décembre. Donc pour essayer en fait d'aller vers la fin, je pense que c'est très important de penser dans la discussion en fait si la discussion que nous posons, c'est la discussion de savoir comment on se prépare pour en fait des révolutions possibles, même dans des pays avancés comme la France, et que ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ou 20 ans, mais que ça peut arriver relativement vite, parce qu'il va y avoir une accélération des temps de la politique avec la crise, et que de ce point de vue-là, la stratégie qui pour nous en fait est l'articulation des forces matérielles de notre classe sociale au service de la conquête du pouvoir, elle va jouer un rôle très important. Et ça interdit, les camarades, dans la situation actuelle, toute forme de scepticisme. Je pense que l'extrême gauche, même si vous n'aimez pas le terme en fait, elle est marquée aujourd'hui par une forme de scepticisme très important. L'exemple peut-être le plus clair de ça, c'est l'eau, mais on entend aussi depuis pas mal de temps dans nos propres rangs beaucoup de discussions sur le rapport de force très dégradé, etc., qui rendrait impossible des victoires pour le prolétariat. Et je voudrais en fait finir sur l'idée que, en fait, y compris la citation de Trotsky qui revient là-dessus, que la question de la stratégie, ce n'est pas la question de savoir en fait si le rapport de force est dégradé ou pas, parce qu'en fait le rapport de force a priori est toujours favorable aux classes dominantes. La stratégie, c'est en fait selon un spécialiste des questions militaires en fait, qui s'appelle Lawrence Friedman, c'est la capacité de créer du pouvoir, c'est-à-dire en fait de par l'action consciente et organisée du prolétariat, partir d'une situation qui est en fait défavorable et créer des forces supplémentaires dans le cours de la bataille par l'art de la politique, par l'art de la stratégie, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais pour cela, la stratégie elle ne peut exister et s'incarner dans la réalité que si elle s'incarne en fait dans une organisation, dans un parti qui est en fait par définition l'outil de la stratégie. Et j'ai fini avec juste un élément rapide. Le parti, c'est l'outil de la stratégie. Olivier rappelait ça en fait, au meeting d'hier soir, d'hier soir. Mais ce n'est pas n'importe quel outil, camarades. C'est un outil sans lequel la révolution, qui est l'objectif, pourra très difficilement arriver. Et que de ce point de vue, la révolution, elle n'est pas du tout,
tous ces contre-énergies. Il n'est pas du tout le fruit, comme vous êtes aussi, de la maturité du prolétariat. Elle est une tâche stratégique qui incombe au parti. Et de ce point de vue, en fait, les outils qu'on a, on devrait en fait essayer de les préserver. Surtout, ce n'est pas sûr d'avoir un autre outil derrière qui soit davantage efficace pour ces tâches-là, parce que cet outil qui est le parti ne se prépare pas sur le tas, ne s'improvise pas, et c'est pour ça en fait qu'on pense qu'il faut aujourd'hui prendre très au sérieux la question du risque d'implosion du LPA en lien avec cette discussion-là, et je reviendrai dans le débat. Oui, il y a effectivement beaucoup de points d'accord, y compris avec ce que dit Daniela actuellement sur ce qu'elle vient de dire sur un retournement progressif de conjoncture par rapport au rapport de force et à la possibilité d'entrer dans une période, on nomme parfois de guerre et de révolution. Et moi, je voulais commencer un peu mon introduction sur cet élément quand on discute stratégie parti, déjà, de décider, de définir ce qu'est la révolution et de reprendre la phrase sur le fait que c'est la gestion des masses à l'endroit où se règle leur propre destinée. Et je crois qu'on sent ces moments-là quand on regarde les photos de la révolution russe avec les milliers de petits points qui se déplacent dans les rues, mais aussi quelque chose qu'on a pu sortir pour ceux qui y étaient le 24 novembre à une des manifestations des Gilets jaunes. On voyait tous ces gens avec des visages totalement inconnus qui déferlaient des rues un peu sans qu'on sache où ils venaient pour aller vers l'Arc de Triomphe, ou compris dans les manifestations de sans-papiers qu'on a vu ces derniers mois, où pareil, des visages inconnus prenaient la rue et semblaient pouvoir renverser le système. Et autant, effectivement, je suis d'accord avec Daniela qu'il y a des éléments nouveaux dans la situation de retournement de conjoncture, autant il ne faut pas non plus rougir des situations qui restent difficiles à plein d'égards, et y compris quand on regarde l'état de l'auto-organisation dans les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on a parfois des camarades qui se réjouissent de voir des assemblées générales d'éducation à 200 personnes en région parisienne, alors que pour ce que je connais bien, on a eu par exemple une assemblée générale de 1000 enseignants du premier degré à Paris même, pour donner un peu une idée des proportions, ou quand des camarades qui voient des assemblées générales de 200, 300 étudiants, on a l'impression qu'il se passe des grands mouvements, mais on peut peut-être perdu la mémoire que dans un mouvement comme le CPE, dans une université scientifique comme Jussieu, on avait 1200 étudiants à l'Assemblée générale qui discutaient pendant 3 ou 4 heures sans ni avoir de fermeture administrative, ni d'explosion des assemblées générales. Donc il faut quand même relativiser ces éléments-là. On est quand même dans une phase encore dominée par un rapport de force en faveur de la bourgeoisie, et tout l'objet de la discussion actuelle, c'est de voir si on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'un parti, pour que ça ait un sens, il faut que ça soit appuyé sur un socle où on a l'impression qu'on parle de la même chose et qu'on va à peu près dans la même direction. Et c'est ça l'enjeu de ces discussions, c'est ce que dans le jargon en général on appelle le programme, et c'est donc de voir si on a une appréciation commune, programmatique, de ce que c'est le capitalisme, de quelle stratégie révolutionnaire, et puis de quels outils on a besoin pour la mettre en œuvre. Je pense quand même, même si on va peut-être un peu se répéter, sans doute probablement encore plus avec ma vie, parce qu'on avait les mêmes textes de référence, que effectivement, là, la question programmatique est une question importante, sur laquelle je vais revenir en quelques points. Pour donner juste une référence, Daniela disait tout à l'heure, le LPA est dans une phase, disons, au moment de sa création, avec beaucoup d'éléments d'indétermination, et c'est d'autant plus vrai, par exemple, si on compare au statut de la Ligue communiste révolutionnaire, dont le programme était les 4 premiers congrès de l'internationale communiste, les congrès de la 4e internationale. C'est-à-dire que la base programmatique, c'était tous ces textes-là. Personne n'a lu, évidemment, c'est pas la question. C'est-à-dire que c'est une référence politique autour desquelles on discute, on affermit une opposition, mais autour desquelles aussi on est capable de revenir quand on a des désaccords trop importants. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans le LPA, on ne sait pas ce qu'est notre capital commun, et quand on entend certaines interventions de camarades qui expliquent que des militants de la PU seraient pour la grève perlée ou ne seraient pas d'accord avec la révolution, effectivement, sans doute qu'on ne parle plus le même langage et qu'il faut à minima essayer de voir si on a un socle commun suffisant pour avancer ensemble. Alors, pour revenir en quelques points rapides, effectivement, notre horizon, c'est le communisme. C'est tout changer, c'est changer l'ensemble des rapports sociaux. Et donc, c'est un mouvement immense
de la population dans son intégralité pour changer ses rapports sociaux et y compris remettre en cause au plus profond la famille, l'organisation sociale quotidienne, l'école, l'État pour sa dépérition, la socialisation des moyens de production, ne plus avoir de chef. On voit que c'est un mouvement qui est extrêmement profond et dont on pense qu'il est initié par la classe ouvrière. Pourquoi? Pas parce qu'elle est la plus sympathique, la plus belle, la plus ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle a la capacité de justement remettre en cause ses rapports sociaux du fait des relations sociales qui existent dans l'organisation de son travail et entre elles. Et pour nous, du coup, et ça c'est tout un pan de notre histoire marxiste, un élément fondamental est la constitution de ce prolétariat de cette classe ouvrière en classe. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'avoir conscience d'elle-même par ses organisations, que ce soit les syndicats, les partis, que ce soit les structures d'auto-organisation, qu'elle ait conscience d'elle-même et qu'elle soit capable d'agir. Et on voit bien que la période actuelle, elle est, disons, pleine de contradictions par rapport à ça, parce qu'effectivement, on a des mouvements de masse, et c'est extrêmement positif d'avoir un retour de ces mouvements de masse, mais en même temps, on sait qu'on a des confusions extrêmement importantes sur les classes sociales, et que les grands mouvements qu'on a connus ces dernières années, les plus importants, les Gilets jaunes, l'Algérie, et j'en passe des meilleurs dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, sont aussi des mouvements dans lesquels les frontières de classe étaient assez informes, et dans lesquels justement nous, en tant que communistes et révolutionnaires, on a une part à jouer pour essayer de solidifier ces contours de classe, ce qui veut dire qu'y compris les organisations qui les concrétisent. Et le troisième aspect, quand on parle de stratégie, il faut parler de stratégie, même si cette année-là, je pense qu'il n'a pas eu trop le temps de le faire. Donc là, dans notre tradition, on a un concept qui est extrêmement important, c'est l'idée de la grève générale insurrectionnelle. C'est l'idée que justement ces contours de classe se dessinent d'autant plus fortement quand on est en grève, parce que dans ce cas-là, on sort de l'aliénation, on dispose pas mécaniquement mais assez rapidement de structures d'auto-organisation, on prend le contrôle des outils de production, contre le patronat, et on met en germe des éléments de double pouvoir, c'est-à-dire de structuration, voilà, les coordinations, les pyramides de soviets, pour la prise du pouvoir et renverser l'état bourgeois. Nous, dans notre tradition, on appelle ça une hypothèse stratégique parce qu'en réalité, on sait qu'elle est fausse, même si c'est, disons, la façon dont on milite. C'est-à-dire que quand on milite, on a ça comme horizon, c'est-à-dire voilà, ce qu'il faut pour gagner, c'est ça. Mais on sait qu'elle est fausse parce qu'on constate qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les processus révolutionnaires, en réalité, ne démarrent pas sur des grèves économiques qui se généraliseraient, ils démarrent sur, je sais plus bien la citation, je pense que c'est quand même Ben Saïd, c'est une crise de l'ensemble des rapports sociaux, une crise nationale où l'État, comme système de domination, est bousculé. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, on l'a bien vu avec les mobilisations en Algérie, mais aussi sur la révolution allemande, ou encore Hong Kong, ou la Commune de Paris. Le point de départ, c'est une crise généralisée au niveau de l'État, et donc la bourgeoisie qui a des difficultés dans une phase à exercer sa domination. Et donc c'est dans ce cadre-là que notre hypothèse stratégique de la grève générale, elle intervient, c'est-à-dire qu'on va essayer de transformer la réalité des mouvements en quelque chose qui est en capacité d'avancer vers la conquête du pouvoir par les classes travailleuses. Et le rôle du parti, c'est d'essayer de s'orienter dans ce genre de problématique, de proposer des pistes aux prolétaires pour marcher vers la révolution. Et la marche, elle peut être parfois courte, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais aussi parfois longue, quelques années, voire quelques décennies. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit observer les choses, c'est-à-dire que le parti, c'est une façon de concrétiser la conscience d'une fraction de la classe travailleuse à un moment donné. Et si on regarde dans l'histoire, il y a des façons tout à fait variées de prendre ce genre de choses. Donc, par exemple, chez Marx ou chez Trotsky dans les années 30, il y a l'idée d'un parti de classe. C'est-à-dire déjà, si on arrive à regrouper les prolétaires, c'est pas mal, en indépendance de classe par rapport à la classe dominante. Et se dire que la question du parti révolutionnaire, elle n'est pas nécessairement, selon les pays, Trotsky dans les années 30, pas forcément l'urgence de l'heure. Il y a au contraire, disons, dans les années 20 et puis après dans les années 70,
la possibilité de construire des partis révolutionnaires capables de contester l'hégémonie aux organisations réformistes. Et puis Daniel en a parlé tout à l'heure, après 89, après la chute du mur, il y a eu l'idée, et qui n'est pas une idée, qui a été une réalité concrète, de la reconstruction d'organisations qui se posaient un peu comme dans l'idée du parti de classe. C'était un peu de ça qu'est venue l'idée qu'on a parlé, c'était des partis larges, c'est-à-dire d'organisations qui, à un moment donné, peuvent être des outils pour reconstruire la conscience de classe et essayer de faire que les débats stratégiques redeviennent possibles. Parce qu'à des moments, on se retrouve avec un tel recul des organisations que les débats stratégiques en sont devenus impossibles. Et aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente, effectivement, avec une accélération de la crise. Et d'ailleurs, on voit que ces organisations centristes ou réformistes radicales ou partisanes comme on veut, sont toutes en train de connaître des clarifications, que ce soit pour des mots dans l'État espagnol, avec la sortie des camarades anticapitalistas, que ce soit, qui je pense est le meilleur exemple, que ce soit le NBA, d'une certaine façon, avec la session de 2012 et puis les débats qu'on connaît aujourd'hui, qui posent la question de reconstruire un programme dans une situation qui effectivement est en partie nouvelle. Alors, pour terminer sur quelques points, Daniela disait qu'il faut préserver l'outil qui a parti, surtout si on est patient d'en avoir un meilleur, elle a raison. Mais la question c'est justement de définir ce qu'on pense un parti un minimum utile pour avancer. Donc, je ne vais pas répéter ce que je dis, mais le premier élément c'est d'avoir une stratégie révolutionnaire, une indépendance par rapport à l'État, par rapport à la bureaucratie, aux bureaucraties, et la capacité de discuter fraternellement avec d'autres révolutionnaires, que ce soit lutte ouvrière, que ce soit alternative libertaire par exemple, sans se faire traiter de tous les noms, de gens sans foi ni loi, en gros d'avoir dans nos rapports avec les mouvements et entre nous un respect des idées, parce que, deuxième point, les désaccords qu'on peut avoir entre révolutionnaires, en réalité on ne sait pas qui a raison, et c'est en général des appréciations variées de la réfraction de ce qui nous entoure. Une discussion qu'on a autour de nous avec nos collègues, avec les salariés, de comment on a suscité le dynamique de mouvement. J'y reviendrai, parce qu'il y a un autre point qui est fondamental, c'est l'idée de s'implanter dans le prolétariat avec sa variété, c'est-à-dire d'avoir des militants dans les entreprises, pas simplement à la SNCF ou à la Poste, mais dans les hôpitaux, dans la microélectronique, dans la chimie, dans les EHPAD, dans la métallurgie, dans les transports, dans les services publics, dans l'aviation, dans l'automobile, c'est-à-dire dans toute une série de secteurs où, bien sûr, les réalités sont variées, où les niveaux de combativité sont variés, mais c'est aussi ça, justement, la classe ouvrière. C'est pas des endroits où on a toujours la possibilité de faire un an de grève ou même un mois. C'est des endroits où on ne fait jamais grève et où, quand on va à une manifestation, en réalité, on dépense un jour de congé pour pouvoir se rendre à la manifestation en se cachant de son patron. Donc il faut être capable, si on va avoir une orientation correcte, d'apprécier cette variété de niveaux de conscience et être reconnu, apprécié pour nos positions révolutionnaires dans l'ensemble des milieux, y compris par des réformistes, parce qu'on ne croit pas qu'on soit un grand parti révolutionnaire et qu'on fera la révolution simplement avec des nouvelles personnes, mais en convainquant aussi des militants qui parfois militent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une organisation, ont des convictions qui sont parfois profondes et qu'il va falloir bouleverser en montrant que notre orientation est meilleure. Troisième point, c'est faire de la politique. Faire de la politique, je crois aussi que c'est défendre fermement l'indépendance de classe et se poser les points des alliances qui modifient une situation. C'est-à-dire comme avec le Ferlani autour de la Constitution européenne en 2005 par exemple, tisser des alliances avec des organisations pour mettre en difficulté la bourgeoisie et son personnel politique. Dans des listes comme Bordeaux en lutte, essayer de déplacer le curseur, essayer de regrouper des militants qui, s'ils ne sont pas nécessairement révolutionnaires, peuvent être interpellés par les idées révolutionnaires. C'est mener des batailles de front unique dans divers cadres, marée populaire ou autres, dont 90% des cas ne donnent rien, mais dans les 10% où ils permettent, comme je le disais sur 2005, sur la Constitution européenne, mettre en difficulté la classe dominante, on aura joué notre rôle et poser les débats, y compris les débats qui sont devant nous. Lui qui vient en parler sur la reconstruction de la gauche, qui n'est évidemment pas notre problème à nous, mais disons que par contre la reconstruction d'une indépendance de classe
et d'une alternative au personnel de politique de la bourgeoisie, de l'extrême droite à la droite au macronisme, ça pour le coup c'est quelque chose sur lequel on a quelque chose à dire. Et pour terminer, alors en 30 secondes, un parti qui est, disons, une forme moderne de centralisme démocratique, c'est-à-dire que la question c'est si on construit un parti où en réalité on n'a pas un parti mais 5 ou 6 partis, en réalité autant en prendre acte et faire des vies séparées. Parce que le socle de la construction d'un parti, c'est l'idée que je disais tout à l'heure, que les désaccords sont la réfraction de visions différentes du monde, de visions différentes des rapports de force, des possibilités d'avancer, et que le rôle du parti, c'est de prendre toutes ces impressions-là, mais d'agir ensemble. Parce que si on n'agit pas ensemble, comment voulez-vous qu'une classe qui elle-même est hétérogène soit en capacité de progresser ensemble et d'avancer dans la même direction? C'est impossible. Donc le rôle d'un parti fondamentalement, c'est à partir de ces différences, avoir une orientation commune et l'afficher en commun et non pas par des canaux différents. Alors, la salle elle est comble en fait. Je pense que si la salle elle est comble, c'est parce que tout le monde sent bien que ce qui se discute là autour de la stratégie et du parti, c'est en partie l'origine du bordel qu'on a dans le LPA, et tout le monde a envie de discuter de cette question de pourquoi c'est le bordel dans le LPA. Donc j'ai envie aussi de discuter de cette question, et en même temps j'ai envie aussi de m'adresser à toute une série de militants qu'on a gagnés. Le bordel qu'on a dans le LPA, c'est depuis la fondation qu'on discute de ces questions en fait de stratégie, et en même temps en cours de route on a gagné des militants. Et pour moi c'est ça qui... le LPA aujourd'hui il a encore une vivacité, il a encore une actualité, il a encore une pertinence, parce qu'il y a des militants qui nous rejoignent. On est fiers de ça. Et moi j'ai envie de m'adresser aussi en partie à ces camarades qui nous ont rejoints en cours de route de ces débats pour essayer de les rapprocher à cette discussion. C'est quoi le rapport entre ce qu'on discute sur la stratégie du parti et le bordel qu'on a actuellement? Pourquoi on est incapable, le LPA, de mener une politique commune, d'intervenir en commun? C'est quoi le rapport entre tout ça? Donc désolé si la première partie, j'essaye de m'adresser pour rapprocher un certain nombre de camarades, parce que le premier truc que je veux dire, c'est que discuter de la stratégie, c'est loin d'être un truc chiant, annexe, secondaire, au contraire en fait. C'est la question fondamentale pour nous, des militants qui avons fait le choix de devenir des militants révolutionnaires. Ça veut dire quoi être militant révolutionnaire? Ça veut dire qu'on a fait le choix, pas simplement de constater que cette société c'est de la merde, que le capitalisme c'est caca, mais d'essayer de transformer ça. C'est ça le choix profond qu'on a fait. Et quand on fait ce choix-là, d'autant plus quand on fait le choix d'une révolution qui est, quand même, quand on réfléchit à ce qu'on veut faire, on veut que la classe des travailleurs, la classe qui est opprimée sur tous les terrains, politiquement, économiquement, culturellement, ceux qui sont en train de regarder TF1 à boutique toute la journée, on veut que ce soit eux qui dirigent la société. Les gars, ils nous disent, mais vous êtes complètement ouf, quoi. Donc ce qui est évident, c'est qu'on ne passe pas de cette situation où les travailleurs sont exploités dans cette société sur tous les terrains à les travailleurs dirigent cette société, on ne passe pas de ça à ça comme ça. Et donc il faut avoir un plan pour faire ça. Pour faire la révolution qu'on veut faire, il faut avoir un plan. La discussion sur la stratégie, c'est ça. C'est quoi notre plan? La définition, quand on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est quoi la stratégie? C'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. C'est l'ensemble des décisions prises en fonction d'hypothèses dans une conjoncture déterminée. C'est la première question que je veux discuter, ça a déjà été soulevé, mais la première question que je veux soulever dans ce débat, parce que je pense que Antoine il fait comme si c'était pas une discussion entre nous, mais en vérité c'est une discussion entre nous sur la question des hypothèses stratégiques. Comment on fait? C'est quoi le plan? C'est une question qui n'est pas résolue par Marx, c'est une question qui part de l'expérience de la lutte des classes, par les apports de Lénine, il apporte des éléments fondamentaux. Il dit effectivement, on ne peut pas passer de on est opprimé sur tous les terrains à on prend le pouvoir dans n'importe quelle situation. L'élément fondamental qui dit Lénine, il fait que ça peut se faire dans des moments de crise révolutionnaire. Crise de l'ensemble des rapports sociaux, une crise nationale dans laquelle peut émerger des éléments de dualité de pouvoir, l'apparition de nouveaux instruments qui commencent en gros à concurrencer les fonctions de l'ancien appareil d'État. Il rajoute un truc un peu fondamental pour nous aussi, c'est qu'il dit que même quand il y a des crises, ces situations de crise où ça peut basculer, la
dans une issue favorable, on a besoin d'une force consciente de l'objectif à atteindre. Donc une force qui a l'objectif de renverser ce système, et ça, la force consciente, c'est le parti. Et un parti qui soit pas simplement, il dit ça, un parti qui soit pas simplement le reflet des mouvements sociaux, mais un parti stratège qui ait conscience de l'objectif à atteindre. Et donc c'est ça la deuxième question, à mon avis, qui est au cœur de nos discussions et que je veux soulever dans la discussion, c'est la question quel parti, quoi. C'est la question qui est au cœur des discussions du MPA depuis sa fondation, et qui reprend en fait une certaine actualité là, avec le dernier CPN et la discussion que posent les camarades où en gros il faudrait séparer les chemins parce qu'on est tellement en désaccord sur le type de parti qu'on veut construire qu'il faudrait séparer les chemins. Donc en vérité, là, cette discussion, elle reprend une actualité un peu forte là, dans le MPA, mais en fait la question du parti, ça fait partie du plan, ça fait partie de la question stratégique. Donc sur la première question, l'hypothèse stratégique. Antoine, Daniela, vous en avez parlé. Ben Saïd, il dit, on a souvent ce débat, est-ce qu'on a des modèles et tout ça. Ben Saïd, il dit effectivement, on n'est pas sûr que ça va se passer comme ça. Mais par contre, on a une hypothèse, on a un plan. Comment tu peux entraîner des gens derrière toi pour faire ce qu'on a à faire à la révolution pour prendre le pouvoir? Comment tu dois entraîner et être crédible, entraîner des gens si tu n'as pas de plan, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une hypothèse. Et ce qu'il dit, et dans ce que tu as cité, à mon avis, l'élément le plus important, c'est on n'est pas sûr que ça arrive comme ça, mais par contre, on organise notre travail vers cet objectif, dans cette perspective de la grève générale. Donc Ben Saïd, ce qu'il dit, c'est dans les pays capitalistes développés comme les nôtres, l'hypothèse, comment on voit cette situation de crise où justement on pourrait basculer, il dit ça serait une situation de grève générale insurrectionnelle. Pour plusieurs raisons, on a déjà parlé en fait, donc je ne développe pas, mais parce que c'est dans ces moments où il y a la production qui est bloquée, où c'est une crise de l'ensemble des rapports sociaux, où tu as la possibilité par l'auto-organisation, les AG, de faire émerger des organes de double pouvoir. Donc c'est dans ce type de situation que tu pourrais avoir une crise qui bascule. Ce qu'on dit, c'est que ça c'est une hypothèse, mais donc que notre travail militant, c'est de travailler pour que ça arrive. Et tu dis que c'est pas une discussion, mais pour moi en fait c'est une discussion fondamentale, parce que je ne pense pas aujourd'hui que dans le même cas il y ait accord sur le fait que la situation dans laquelle on pourrait renverser le capitalisme et prendre le pouvoir, ça serait une situation de grève générale, et donc il faut orienter l'ensemble de notre action militante vers cet objectif, vers le fait que ça arrive. Je pense qu'il y a un désaccord en réalité dans le LPA depuis la fondation sur cette question-là. Le premier qui pour moi l'a posé clairement, c'est Fred Boras et Guillaume, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il disait oui, aujourd'hui il faut réadapter notre hypothèse stratégique. Notre hypothèse stratégique, c'est plus la grève générale, c'est des mobilisations de masse, mais aussi conquérir des positions institutionnelles. Et ce serait ça l'hypothèse stratégique aujourd'hui pour renverser et pour prendre le pouvoir dans une société capitaliste développée comme la nôtre. Ça serait ces deux éléments, la combinaison de grève de masse et de prise de position institutionnelle. Pourquoi je dis ça? Pas pour dire qu'ils sont mauvais, méchants, mais parce que si tu penses ça, si tu penses que c'est ça, le moment où tu veux prendre le pouvoir, bien évidemment, ton activité militante, elle est orientée vers des trucs différents. Si tu penses qu'une des priorités, c'est gagner des positions institutionnelles et que c'est ça qui permettrait de faire la bascule, tu orientes une partie de l'activité militante de ton parti vers cet objectif-là. Donc ça peut paraître loin, Fred Boras et tout ça, mais plus récemment, je crois que c'est Patrick qui, dans un texte sur les 10 ans du LPA, il re-questionne exactement la même question sur l'hypothèse stratégique de la grève générale. Il dit qu'il faut prendre en compte les transformations qui sont opérées dans la société. Et il dit que depuis plus de 20 ans, les explosions sociales se produisent sur des territoires, quartiers urbains, ronds-points. Il faut donc questionner notre incessant appel à la grève générale alors que d'autres moyens de paralyser du système sont possibles. Cette discussion, à mon avis, est toujours une discussion actuelle dans le LPA qui a des conséquences sur notre pratique militante, sur quelles sont nos priorités de parti, et donc qui a des conséquences sur pourquoi on a des activités et des pratiques un petit peu différentes. C'est la première question que, à mon avis, il faut discuter entre nous. Deuxième question, c'est sur les délimitations du parti. Ça s'est cristallisé au moment de la fondation
mais révolutionnaire dans le nom ou pas. C'est une question qui est toujours d'actualité dans les débats du secrétariat unité de la 4e internationale, la tactique des partis larges. Alors, j'ai deux remarques autour des délimitations du parti. Pourquoi nous, on a une obsession pour dire oui, il faut des partis délimités stratégiquement, des partis révolutionnaires. La première question, c'est ce que tu soulevais, Daniela, sur la question de l'actualité de la révolution. Il y a plein de camarades qui nous disent oui, on sait qu'il faut un parti révolutionnaire pour faire la révolution. Mais la révolution, c'est pas une tâche actuelle. Aujourd'hui, on n'en est pas à cette étape de la situation parce que la révolution, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des partis qui reconstruisent la conscience de classe élémentaire. Voilà, donc c'est ça le type de parti dont on a besoin pour l'heure. Et le parti révolutionnaire, ça sera pour plus tard. Ça, c'est la première objection. Et donc, moi, je suis effectivement pour répondre à cette objection qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation où le système capitaliste est instable et ces situations de crise créent des occasions pour les révolutionnaires et je suis sûre qu'on est bousculé à l'échelle mondiale, nous y compris en France, par toute une série de moments où on sent bien que la situation pourrait basculer. Donc la question d'avoir une force qui est en capacité de saisir ces occasions, elle se pose avec une actualité accrue. On ne peut plus passer à côté d'occasions, de soulèvements sociaux dans lesquels on est toujours désarmé, où il n'y a personne pour essayer d'orienter et d'enfoncer le clou de ces crises. Donc, la question de l'actualité de la révolution, ça ne veut pas dire que la révolution c'est demain, mais ça veut dire que c'est une question qui se pose maintenant de comment on construit cette force qui est capable de saisir ces occasions. Et la deuxième discussion autour des limitations stratégiques, c'est effectivement ce que pose Ben Saïd. Moi j'avais la même citation que Daniela, la première que tu as faite. J'ai la même citation. Ce qu'il dit, en gros, c'est que si tu renonces à cet objectif de penser que c'est possible de renverser le système et de prendre le pouvoir, il appelle ça couper le fil stratégique. En gros, si tu coupes ce lien entre cet objectif et ta pratique militante quotidienne, ta pratique militante, ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Tu vas devant la boîte, differ ton pauvre tract à 20 postiers le matin sur la réorganisation du bureau de poste. Mais tu fais ça parce que tu as cet objectif. Si tu coupes ce fil-là, et bien forcément ta pratique, elle s'adapte aux nécessités du capitalisme. Et des exemples de ça, on en a flopé partout dans le monde. Au Brésil, en Italie, dans l'État espagnol, en Grèce. Si tu coupes ce fil stratégique, ta pratique, elle s'adapte. Elle dit, bah oui, ce que dit dans l'État espagnol, le maire de Cadiz. Bon, c'est vrai, je suis contre la guerre, mais là, si on ferme le chantier naval qui construit les navires de guerre, bah, il y aura des gens au chômage dans ma ville. Voilà, si tu coupes le fil stratégique, tu t'adaptes. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur il faut des partis qui soient délimités autour de cet objectif. Pas parce qu'on veut être les plus purs, pas parce qu'on veut séparer d'autres, pas parce qu'on veut être sectaire, mais parce que cet objectif, c'est ce qui détermine ta pratique quotidienne, c'est ce qui détermine ce que tu fais sur ta fac, dans ton école, dans ta boîte. Et donc, si tu coupes ce fil stratégique, pour moi, c'est ça le début qu'on s'adapte. Voilà. Donc, pour terminer, il me reste, je crois, 2 minutes. Donc, pour terminer, sur les problèmes actuels. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des camarades qui n'ont pas voulu trancher cette question de la délimitation stratégique au moment de la fondation de l'NPA. Comme je disais, ça a des conséquences sur notre pratique. Si tu ne penses pas que la grève générale c'est l'hypothèse, si tu ne penses pas qu'il faut que la révolution c'est possible maintenant, ta pratique, ça devient autre chose. Ça ne devient pas comment tu t'implantes dans les boîtes, comment tu essayes dans chaque mobilisation de faire qu'elle s'unifie et qu'on aille vers la grève générale. Donc il y a des camarades qui n'ont pas voulu ça, qui n'ont pas voulu délimiter, qui restent flous sur couper le fil stratégique ou pas, et la pratique évolue. C'est pas une critique, c'est la réalité, la pratique évolue. Et dans le cœur de la lutte des classes, parce qu'on est bousculé par la lutte des classes, qui a des expériences, c'est des camarades qui ont du mal à être en prise avec ces expériences. Parce que quand on n'a pas milité dans le sens de la grève générale et qu'il se passe la grève des retraites, on ne sait pas comment intervenir. Parce que quand on n'est pas implanté dans des secteurs clés, qu'on joue un rôle clé dans la grève des retraites, on a du mal à intervenir. Et il y a un certain nombre de camarades qui se rendent compte de ça et qui se rendent compte que ils ont des difficultés à convaincre sur leur orientation, à gagner des gens. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la faute des fractions. Et donc, c'est quoi la solution? C'est pareil. Eh bien, nous, on dit que ça, c'est un raccourci. On ne peut pas penser que la solution au problème du LPA, c'est la séparation.
dans la pratique.